Il y a une paupérisation, il y a surtout un appauvrissement de la langue. Il y a beaucoup de discours très convenus aussi chez LR, au RN, mais peut-être qu'au niveau des champions du discours convenu, on peut avoir aussi quand même les humoristes de France Inter, les journalistes de quotidien. Il y a une forte concurrence. Il y a un complotisme autorisé en fait. Il y a des gens qui ont tendance notamment à ne pas croire toute information officielle. J'avais aussi envie de ne pas parler à une bulle, parce que Twitter est aussi une bulle. D'ailleurs, certains journalistes ont un peu tendance à l'oublier. Aurélien Taché, je pense que c'est un bon symbole de l'époque parce qu'il emploie à la fois beaucoup de mots haïssables, éducation positive ou éducation bienveillante par exemple. Qui aurait l'idée de vouloir infliger à son enfant une éducation malveillante ? La langue française est-elle devenue folle ? Les mots ont-ils encore un sens ? Faut-il haïr le langage de la Startup Nation ? Alors, une lecture de ce livre, je dois dire assez férocement drôle, le dictionnaire des mots haïssables publié aux éditions du Cherche Midi, vous permettra peut-être de répondre à cette question. Alors, pour ma part, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui son auteur, l'écrivain et journaliste Samuel Piquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Front Populaire. Merci. Alors, première question, pourquoi tant de haine envers ces mots haïssables ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Pourquoi tant de haine ? Je pense qu'en partie parce qu'on les entend énormément et que donc il y a une fatigue, une lassitude qui s'installe. Je parlais récemment avec des gens qui travaillent dans la communication, qui organisent des séminaires pour les entreprises. Et l'une de ces personnes me disait que même eux recevaient parfois pour consigne dans leur formation de ne plus utiliser le mot bienveillant, par exemple, ou bienveillance. Donc il y a une certaine lassitude. Il y a différentes catégories de mots. Certains sont haïssables parce qu'on les entend trop, d'autres sont haïssables parce qu'ils sont creux, et d'autres encore sont haïssables davantage peut-être par leur glissement de sens. C'est le cas d'ailleurs de bienveillance. On va aborder tout ça, et justement, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait tendance à pouvoir penser, que j'ai parlé de Startup Nation tout à l'heure, pouvoir penser que ce sont des mots justement à consonance anglaise. Et en fait, dans votre livre, il y a quand même beaucoup de mots français. Oui, parce que je pense que contrairement à ce qu'on croit, le danger ne vient pas de la grande quantité d'anglicismes qu'on emploie, même si ça en fait partie. Mais je pense que ce qui est le plus regrettable, c'est de n'avoir qu'un seul mot pour illustrer des réalités très différentes. Et que ces mots soient repris en boucle, j'allais dire dans les médias, mais pas seulement, puisque en fait, ce qu'on constate, c'est une porosité de plus en plus grande entre la communication, le coaching en développement personnel, le langage médiatique, le langage politique. Alors vous moquez à de nombreuses reprises dans ce livre des mots valises, ceux qui masquent une réalité finalement tout autre. Je pense à pédagogie, on a neutralité, on a tabou. À quel point les éléments de langage, ce que vous évoquiez à l'instant, paupérisent la langue ? Je dirais que... Pourquoi je vous pose cette question, je me permets d'interrompre votre début de réponse, c'est que vous expliquez dans votre livre, justement, vous expliquez souvent la racine des mots, l'explication, vous donnez la genèse des mots, ça n'est pas que pour vous moquer. Oui. Il y a une paupérisation, il y a surtout un appauvrissement de la langue. Comme je le disais tout à l'heure, du fait qu'on emploie un seul mot pour illustrer différentes réalités, mais aussi parce que ce n'est pas dans le langage quotidien qu'on va enrichir son vocabulaire. Et donc, il y a une responsabilité, que ce soit de la part des médias, des politiques, des professeurs aussi, à avoir un vocabulaire riche, parce que c'est ce qui va permettre aux personnes qui n'ont pas forcément accès à la culture d'enrichir leur palette. Le problème, c'est que c'est loin d'être le cas, et on voit chaque année des mots disparaître. Et c'est une erreur de penser qu'ils vont être enrichis par ceux qui arrivent, parce que la plupart du temps, ceux qui arrivent soit sont des anglicismes qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils remplacent des mots qui existent déjà et qui ont leur équivalent en français, soit parce que ce sont des mots à la mode et qui vont passer de mode très rapidement.
Donc c'est un faux enrichissement souvent. Et ce qui est dommage, c'est que cet enrichissement, il se fait toujours au détriment des plus faibles, j'allais dire, c'est-à-dire ceux qui ont moins de mots à leur vocabulaire. Il ne va enrichir que ceux qui peuvent déjà jongler avec les mots, avec les différents registres, etc., et qui vont pouvoir s'en servir de manière à les mettre à distance. On a aussi des mots dont le sens semble disparaître ou qu'on n'arrive plus très bien à définir. Alors, je pense notamment aux mots qui excluent. On peut avoir rance, extrême, il y a réactionnaire d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas dans votre livre, ça m'a surpris d'ailleurs. Ce sont des mots qui sont devenus presque caricaturaux, qui vraiment on peine à prendre au sérieux ceux qui les emploient désormais. Qu'est-ce qu'ils disent du débat public ? Ils illustrent le manque de nuances et la binarité du débat public. Vous avez cité certains de ces mots, je pense aussi aux mots nauséabonds, que parfois on s'attend à retrouver avec les heures les plus sombres de notre histoire juste après. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui agissent en fait comme des codes et des signaux qu'on envoie à nos partisans en fait. C'est le cas d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire c'est le cas autant du côté des progressistes que des conservateurs. Et ce sont des mots qui n'ont plus véritablement de sens parce que ce sont juste des clins d'œil que l'on fait à ceux de notre camp, en quelque sorte. Quelle est la part de responsabilité des communicants dans le monde politique ? Parce que c'est quand même beaucoup de mots qui sont devenus des emblèmes, des mots valises, j'employais l'expression tout à l'heure, de communicants pour les politiques. Ils ont sans doute une responsabilité, mais je n'ai pas envie de trop les blâmer parce que les politiques s'en accommodent bien et les communicants jouent leur rôle. C'est les politiques qui ne jouent pas le leur. Alors, on parle des politiques, mais justement, auparavant, on pouvait penser qu'il y avait une forme de cynisme justement à utiliser ces mots pour exclure, mais avec la dégradation du monde politique, avec l'abaissement du niveau du monde politique, je ne sais pas si vous êtes de cet avis, en tout cas moi c'est le mien, est-ce que justement maintenant ces mots excluants n'ont pas perdu cette partie cynique et sont devenus, les gens croient vraiment ce qu'ils disent ? C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question que je me pose souvent. Est-ce que c'est du cynisme, est-ce que c'est de l'inculture, voire de la bêtise ? J'ai de plus en plus de mal à répondre à cette question. Et j'ai l'impression parfois, un peu comme vous, que les politiques les emploient au premier degré, en tout cas certains d'entre eux, et qui ne se rendent pas compte du vide abyssal des concepts et des mots qu'ils emploient, au point qu'il est devenu très facile de les parodier. C'est ce que j'avais essayé de faire dans mon ouvrage précédent. J'avais essayé de beaucoup parodier les discours politiques. Alors pour notre plus grand plaisir, je ne vous le cache pas, vous décochez quelques flèches, on va dire, aux centristes, de façon très globale, aux partisans de cet ordre établi, en clair, ceux qui distribuent sans cesse des brevets de vertu à la terre entière, vertus qui sont bien évidemment les seules à posséder. Qu'est-ce qu'un centriste a d'horripilant à vos yeux ? Déjà, le fait que ce n'est pas parce qu'il est centriste qu'il ne peut pas être extrémiste. C'est une idée qui n'est pas de moi, qui n'est pas neuve, mais l'idée d'extrême centre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un extrémisme du centre mou. Et aussi parce que, alors peut-être avec l'avènement d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il y a une multiplication au sommet de l'État des mots haïssables. Que ce soit les mots de l'entreprise, synergie, win-win, que ce soit les mots quasiment du développement personnel, ou les mots habituels du langage politique, avec beaucoup d'anglicisme aussi là pour le coup. On parlait des centristes, on peut parler de certaines figures bien connues. Je pense, chez les journalistes, on va citer Jean-Michel Apathy ou Brice Couturier, par exemple. Est-ce qu'on fait plus convenu qu'un centriste qui se croit impertinent ? Je ne sais pas, mais
Ils sont concurrencés quand même par les gauchistes notamment, aussi par la droite parfois. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de discours très convenus aussi chez LR, au RN, mais peut-être que au niveau des champions du discours convenu, on peut avoir aussi quand même les humoristes de France Inter, les journalistes de quotidien. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau convenu? Oui, je pense qu'il y a une forte concurrence, hein. Je sais pas si c'est les champions. Il y a une forte concurrence. On parle des centristes et plusieurs fois, vous semblez briser un tabou. Je reprends votre mot. Notamment quand vous évoquez le complotisme, vous inversez notamment les rôles, les anticomplotistes qui voient le drapeau russe derrière toutes les tares de ce pays, tous les problèmes. Dès qu'il y a un problème, c'est la Russie. On va avoir un tweet de Brice Couturier qui va s'afficher là. Est-ce que ces gens sont plus complotistes que les complotistes quelque part? Pas forcément davantage, mais il y a un complotisme autorisé en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que ceux qui combattent le complotisme, parfois à juste titre, hein, il y a un véritable complotisme. Il y a des gens qui ont tendance notamment à ne pas croire toute information officielle, information qui viendrait des médias généralistes, et inversement, par une sorte de dissonance, un phénomène que je ne m'explique pas très bien, accorde du crédit à la moindre information information alternative, on va dire, pour généraliser. Mais effectivement, il y a un anti-complotisme qui peut parfois prendre des colorations assez complotistes. Alors la question, ce qui est intéressant à travers le mot complotiste, c'est pour ça que je l'emploie, c'est comment on arrive à défendre un entre-deux. On a l'impression que ce sont des mots haïssables aussi parce qu'ils binarisent le débat. Oui, on tout est à fait. pour ou contre. Je pense par exemple, si on pense de la question de l'Ukraine, qui est la dernière grande crise en date, si on n'est pas pro-Poutine, alors forcément on est pro-américain. Si on n'est pas pro-américain, on est forcément pro-Poutine. C'est comme si la France ne pouvait pas défendre une position alternative, par exemple. Comment on explique ce phénomène? Il y a une peur des extrêmes, il y a une peur des discours qui ne sont pas dans l'air du temps. On l'a vu pendant le Covid, on le voit pendant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que toute nuance qu'on essaierait d'apporter serait automatiquement vue comme du poutinisme, du complotisme anti-vax. Bon, c'est pour tous les sujets, hein. Je pense que on se méfie tellement on le voit aussi avec les débats sur l'écologie, sur le climat. Très souvent, on n'a plus de débat et on cherche uniquement à dénicher les anti-vax, les climato-sceptiques, les poutinistes. Et on réduit le débat à pro ou anti très souvent, de plus en plus souvent. C'est pas nouveau et c'est loin d'être inexplicable, hein. C'est-à-dire que on a besoin de se rassurer avec certains discours qu'on répète et qu'on multiplie de manière parfois très caricaturale. Alors, je vais moi-même être caricaturé, parce que pour évoquer la question du climat, notamment vous parlez du climato-scepticisme, décidément j'ai du mal, et vous dites qu'il s'agit de personnes qui ne croient ni à la religion du climat, ni à la fin imminente de la planète. Donc, si jamais je me faisais l'avocat du diable, je vous dirais tout de suite, pour vous, il n'y a pas de problème climatique? Non, bien sûr que non, mais c'est ça qui est amusant, c'est que on a tendance à tout confondre. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont une position climato-sceptique, entre guillemets, parce que je trouve ce mot assez réducteur, pour leurs propres intérêts, pour pouvoir continuer à polluer, à s'enrichir en toute tranquillité. Mais quelqu'un qui ne va pas croire
à la fin du monde imminente va être aussitôt taxée de climato-scepticisme. Enfin, toute position qui va remettre en question certains dogmes va aussitôt être considérée comme une position extrémiste, même quand ce sont de toutes petites nuances qui sont apportées au débat public. Et ce qui est dommage aussi, c'est que je pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre dans un tel débat. J'ai parfois parlé avec des chercheurs sur le sujet. Je me rends compte qu'on est totalement ignorant par rapport au rôle des forêts, à plein de choses qui peuvent expliquer, sinon un réchauffement, tout au moins un dérèglement sur lequel la plupart des spécialistes s'accordent. Et je me rends compte que notamment à l'école, à part répéter des slogans et des menaces, on a bien du mal à apprendre véritablement des choses aux enfants de ce côté-là. C'est très regrettable. Et quel est le rôle pour vous des réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, notamment je pense à Twitter X désormais, Ouais. qui sont justement une machine à synthétiser la pensée, donc à la simplifier. Donc à quel point justement ils font émerger des mots haïssables de ce type? C'est une très bonne question. Je vous avoue que je suis très peu actif sur Twitter, donc je suis loin d'être un spécialiste. J'ai un compte, mais je n'y vais pratiquement jamais. Je me suis rendu compte d'ailleurs récemment en y allant que beaucoup de mots haïssables étaient employés, mais des mots que je ne connaissais même pas. Je me suis posé la question d'en intégrer certains. Peut-être que certains d'ailleurs ont été intégrés au dictionnaire, mais j'avais aussi envie de ne pas parler à une bulle, parce que Twitter est aussi une bulle que d'ailleurs certains journalistes ont un peu tendance à l'oublier. Donc évidemment, il y a un concentré de pensées éclairs, de pensées binaires sur Twitter, mais je dirais que on peut un peu s'y attendre sur Twitter. Ce qui est plus grave, c'est quand cette même pensée binaire se retrouve dans les débats, dans les discours, dans les articles. Là, c'est un peu plus inquiétant que sur Twitter où il ne faut pas attendre grand-chose. C'est pour ça que c'est peut-être un peu dommage de considérer n'importe quel micro-phénomène sur Twitter comme un événement pouvant donner lieu à un article, par exemple. Alors je parlais de Twitter, j'aurais pu rajouter quelque part son pendant LinkedIn pour la partie très entreprise. Quiconque connaît ce réseau social voit de quoi je parle. Mais bon, c'est Oui, voilà, alors pour LinkedIn, c'est peut-être un peu plus intéressant, enfin en tout cas par rapport au travail que j'ai fait, parce que ce sont des mots, comme je le disais tout à l'heure, qui se retrouvent très souvent ensuite dans le champ médiatique ou politique. Souvent, il suffit de compter quelques années avant de voir un mot très à la mode dans le milieu d'entreprise apparaître dans le domaine politique. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je pense à des mots comme aligné, comme synergie. Et justement, ce sont des mots très macronistes finalement. Et c'est vrai que la Macronie, à la base, vient aussi beaucoup du monde de l'entreprise. Oui, dans tout le discours d'Emmanuel Macron, je dirais tout le discours d'Emmanuel Macron est imprégné de ces mots et de ces concepts, d'où la Startup Nation. Sur la politique, je voudrais qu'on aborde un petit peu ce point justement. Alors déjà, tout d'abord, je voudrais qu'on parle d'une personne parce que pour le coup, son nom revient de temps en temps et j'aimerais bien savoir ce que vous savez contre lui. C'est ce monsieur qui s'appelle Aurélien Taché, ce député de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts, j'ai un doute là. Oui, Aurélien Taché, je pense que c'est un bon symbole de l'époque parce que il est à la fois, il emploie à la fois beaucoup de mots haïssables. Je me souviens d'une interview sur Europe 1 par Sonia Mabrouk où en 30 secondes il avait utilisé 4 fois le mot instrumentalisé et je dirais que il est facilement influencé par tous les concepts aussi à la mode décolonialisme,
la déconstruction. Enfin, on a l'impression de quelqu'un qui n'a pas de. Alors, vous me direz, dans le domaine politique, les gens qui n'ont pas d'idées auxquelles ils se tiennent, il y en a beaucoup qui varient énormément, mais oui, j'ai l'impression que lui, peut-être plus particulièrement que les autres. Ça veut dire quand même qu'il y a un public pour ces mots haïssables, parce que sinon, si les mots étaient à ce point haïssables, les gens les rejetteraient. Donc comment on explique l'apathie ? L'apathie s'explique en partie parce que ce sont souvent des mots qui se targuent d'être vertueux et qui charrient derrière eux des concepts bien pensants, l'inclusivité, la bienveillance, l'éducation positive. Ce sont des concepts auxquels on ne peut pas vraiment s'opposer. Éducation positive ou éducation bienveillante, par exemple. Qui aurait l'idée de vouloir infliger à son enfant une éducation malveillante ? L'inclusivité telle qu'elle se présente, c'est l'idée de ne pas discriminer. Donc évidemment, beaucoup de gens vont y adhérer sans aller creuser davantage derrière. Pourtant, la bienveillance, par exemple, c'est un mot qui a subi un glissement de sens, ça vient de benevolence, donc vouloir le bien d'autrui. À l'origine, c'est un mot qui pourrait se rapprocher de la fraternité, qui est un des mots de notre devise républicaine. Donc on devrait tous vouloir la bienveillance, sauf qu'on s'aperçoit que c'est un mot qui a fini par désigner le fait de porter un regard positif sur l'autre ou sur les concepts qu'on nous impose. Or, je sais pas, on va pas porter un regard positif sur des choses qui sont négatives. Dans l'éducation nationale, il y a eu le concept, par exemple, de notation bienveillante qui s'est imposé. Qu'est-ce qu'une notation bienveillante ? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, on ne va pas mettre des points à l'élève s'il ne les mérite pas, parce qu'on veut porter un regard positif sur les bonnes choses qu'il a faites dans sa copie, en essayant de mettre de côté les choses négatives. À quel point c'est bienveillant, à quel point on fait progresser l'élève, à quel point on ne lui ment pas en faisant cela, à quel point abaisser sans cesse les exigences et la notation et l'obtention d'un examen vont l'aider à s'élever. On peut se poser, je pense, la question. C'est vrai que c'est une des tares de l'époque, peut-être, d'avoir peur des mots négatifs. Parce que on parlait de pédagogie aussi, c'est le même principe. La pédagogie, finalement, la sanction, et vous l'écrivez vous-même, la sanction, c'est une forme de pédagogie. Et pourtant, aujourd'hui, quand on entend pédagogie, clairement, on n'entend plus sanction. Oui, surtout que pédagogie est un mot, en plus, qu'on emploie, que les politiques emploient très souvent dans un autre contexte, pour laisser imaginer qu'ils n'ont pas suffisamment expliqué leur réforme, et c'est pour cela qu'elle est impopulaire. Alors que c'est souvent exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que les Français ont très bien compris la réforme ou les intentions en question qu'ils s'y opposent. Je vais vous lire une phrase, on va s'accrocher, j'invite les gens ensuite à aller regarder le dictionnaire pour comprendre ce que j'ai dit. Et je vais vous poser une question. Donc, faut-il interdire aux politiques de déambuler en responsabilité sur le terrain, et si oui, pourquoi ? C'est de vous, ça. Ah bah je ne fais que reprendre les mots de votre dictionnaire qui sont, je trouve, très intéressants. Oui, donc vous les avez mis les uns à côté des autres. Alors, est-ce que vous pouvez la répéter ? Parce que, effectivement, c'est... Faut-il interdire aux politiques de déambuler en responsabilité sur le terrain ? Je ne sais pas s'il faut leur interdire. Je ne suis pas pour l'interdiction, mais en tout cas, il faut apprendre à se méfier de ces mots. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de les analyser tous les trois, et je vous invite à vous y référer. Mais effectivement, déambuler, c'est un mot qui a perdu totalement son sens ces derniers temps, puisqu'il s'agit pour les politiques de montrer qu'on est là, alors que la déambulation, normalement, est presque synonyme de flânerie, c'est-à-dire qu'on se promène sans but. C'est tout le contraire, évidemment, des politiques lorsqu'ils vont déambuler au salon de l'agriculture. Déambuler, à mettre entre guillemets dans ce cas-là. En responsabilité, bon, c'est très drôle aussi.
Parce qu'il n'y a pas seulement le mot responsabilité, il y a en responsabilité. Bon là il y a tout un développement qui est assez long dans le dictionnaire, donc je vais vous inviter plutôt à aller voir. Et le troisième c'est terrain. Je veux bien que vous y attardiez parce que c'est intéressant ce que vous en dites. Ouais, sur le terrain c'est très intéressant parce que c'est un mot qui est souvent employé par les politiques. Alors il y a aussi au contact et en immersion, je crois que j'y fais allusion. C'est trois expressions que les politiques emploient très souvent pour essayer de montrer qu'ils restent proches du peuple. Et en les employant, en fait, ils montrent à quel point ils en sont éloignés, puisque évidemment sur le terrain, c'est simplement dans la vraie vie, et personne, n'importe quel citoyen, aucun citoyen lambda n'aurait l'idée de dire lorsqu'il se rend par exemple à la boulangerie ou chez le coiffeur qu'il va sur le terrain. Donc c'est un mot qui illustre en fait le décalage souvent des politiques pour qui aller simplement à la rencontre des Français, c'est aller en immersion, c'est-à-dire qu'on va dans un autre monde quasiment, et presque dans une autre matière. Puisque l'immersion, voilà, on peut penser au liquide. On pourrait presque se poser la question de la fin du cumul des mandats, quelque part. Est-ce que ce n'est pas une conséquence politique ? En tout cas, j'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Mais effectivement, ça ne plaide pas en faveur de l'arrêt du cumul des mandats, puisqu'il y avait au moins cette proximité. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, je crois que je le dis d'ailleurs, des élus locaux qui connaissent leurs citoyens. Moi, j'habite dans une petite commune de 2000 habitants. Le maire connaît beaucoup de ses habitants, les adjoints au maire aussi. Évidemment, on ne peut pas mettre ces élus politiques-là forcément sur le même plan que des élus nationaux ou des députés. Est-ce que depuis 2017, la politique est devenue disruptive ? Oui, elle emploie de plus en plus de mots pour masquer son impuissance. Donc en ce sens, elle est devenue disruptive puisqu'il n'y a rien de plus disruptif qu'un mot creux. Je pense qu'il y a eu une accélération ces dernières années de l'emploi des mots haïssables dans le champ politique. On aurait tort de penser que la bêtise est toujours la même d'une époque à une autre. Et on peut penser qu'il y a une nouvelle forme de bêtise. J'avais envie de combattre un peu cette mode du dictionnaire amoureux qui devient insupportable parce qu'il y en a sur tous les sujets, tous les 3 jours. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure en 2023, il y a de plus en plus d'autocensure.